Mesdames et messieurs, bonjour, et merci pour ce prix prestigieux, mais je ne me suis pas lancé dans la lutte contre la pauvreté en tant qu'homme politique ou comme chercheur. Je m'y suis impliqué parce que la pauvreté me cernait de toutes parts et que je ne pouvais m'en détourner. En 1974, j'ai senti qu'il était difficile d'enseigner d'élégantes théories économiques dans une salle d'université avec en toile de fond une terrible famine au Bangladesh. J'ai soudain perçu la vacuité de ces théories face au poids terrible de la faim et de la pauvreté. J'ai voulu faire quelque chose d'immédiat pour aider ces gens qui m'entouraient, fût-ce un seul d'entre eux, le temps d'un seul jour, pour qu'un être humain au moins connaisse une chance de voir sa situation s'améliorer. J'ai été choquée de découvrir que dans les villages, une femme ne pouvait emprunter $1 à un prêteur sur gage qu'à la condition de céder à celui-ci le monopole d'achat de sa production, et ce à un prix que lui-même fixait arbitrairement. Cela m'a paru un moyen commode de recruter une main-d'œuvre en situation d'esclavage. Quand ma liste a été faite, il y avait dessus les noms de 42 personnes qui avaient au total emprunté $27. J'ai donné ces $27 de ma poche pour sortir ces victimes des griffes de ces prêteurs. L'excitation que cette toute petite action a créée parmi les gens m'a impliqué davantage. Si je pouvais procurer un tel bonheur à tant de gens avec si peu d'argent, pourquoi ne pas aller plus loin? C'est ce que j'essaye de faire depuis lors. La première chose que j'ai entreprise, c'était d'essayer de convaincre la banque située sur le campus de prêter de l'argent à ces pauvres. Mais cela n'a pas marché. La banque m'a dit que les pauvres ne méritaient pas de bénéficier d'un crédit. À la suite de cet échec, plusieurs mois après, j'ai proposé de me porter garant des prêts consentis aux pauvres. J'ai été ahuri par le résultat. Les pauvres remboursaient leur emprunt à temps et sans faille. Mais je rencontrais encore des difficultés à étendre ce programme via les banques existantes. C'est alors que j'ai décidé de créer une banque spécifique pour les pauvres. En 1983, j'y suis parvenu. Je l'ai appelée la Grameen Bank ou Banque du village. Aujourd'hui, la Grameen Bank distribue des prêts à environ 7 millions de personnes, dont 97% de femmes, dans 73 000 villages du Bangladesh. La Grameen Bank donne gratuitement aux familles pauvres des moyens d'accroître leurs revenus, des logements, des prêts étudiants et des prêts d'aide à la création de micro-entreprises. Nous centrons notre action sur les femmes, car nous nous sommes aperçus que c'est en leur accordant nos crédits que ceux-ci produisaient le plus de profit pour la famille. Au total, la banque a accordé environ 6 milliards de dollars de prêts. Le taux de remboursement est de 99%. La Grameen Bank fait régulièrement du profit. Financièrement, elle est indépendante et n'a pas reçu de dons depuis 1995. Les dépôts et les fonds propres de la Grameen Bank couvrent aujourd'hui 143% du total des crédits accordés. Selon une étude interne, 58% des prêteurs sont sortis de la pauvreté. Au Bangladesh, 80% des familles pauvres ont déjà bénéficié de ce système. Nous espérons qu'en 2010, nous en toucherons 100%. Il y a 3 ans, nous avons lancé un programme spécifique concernant les mendiants. Aucune des règles traditionnelles de la Grameen Bank ne s'applique à cette population. Les prêts que nous leur accordons sont des prêts à taux zéro. Ils peuvent rembourser ce qu'ils souhaitent quand ils le souhaitent. Lorsqu'ils font du porte-à-porte pour mendier, nous leur avons soufflé l'idée qu'ils pouvaient vendre de petites choses, des bricoles à manger, des jouets ou des produits ménagers. L'idée a marché. 85 000 mendiants participent maintenant à ce programme et 5 000 d'entre eux ont déjà complètement arrêté de demander la charité. Le montant d'un prêt mendiant typique est de $12. J'ai vu une chance pour les pauvres de changer leur vie grâce aux technologies de l'information et de la communication dès lors qu'elles pouvaient être mises à leur disposition et satisfaire leurs besoins. Pour apporter cette technologie aux pauvres, nous avons créé une compagnie de téléphone portable, la Grameen Phone. Nous avons ouvert des crédits de la Grameen Bank aux femmes dans le besoin afin qu'elles puissent apporter des portables et vendre des services de téléphonie dans les villages. Les femmes au téléphone ont rapidement appris. Elles ont innové dans la téléphonie et cela est devenu le moyen le plus rapide pour sortir de la pauvreté et gagner une respectabilité sociale. Aujourd'hui, on compte 300 000 femmes au téléphone qui fournissent des services téléphoniques dans tous les villages du Bangladesh. Grameen Phone a plus de 10 millions d'abonnés, ce qui en fait la plus grande compagnie de téléphone mobile dans le monde. Grameen Phone est détenue par le norvégien Telenor et la Grameen Telecom du Bangladesh. Telenor possède 62% du capital, Grameen Telecom 38%.
Notre objectif initial était de transformer cette compagnie en un social business en donnant la majorité du capital aux femmes pauvres de la Grameen Bank. Nous travaillons pour qu'il en soit ainsi. Un jour, Grameenphone deviendra, après la Grameen Bank, un autre exemple de grande entreprise détenue par les pauvres. Le capitalisme se focalise sur la liberté du marché. Il est dit et répété que plus le marché est libre, plus le capitalisme est efficace pour résoudre les questions du quoi, comment et pour qui. On dit aussi que la recherche individuelle du profit aboutit, en fin de course, à un résultat optimal qui profite à tous. Au départ, il existe un postulat selon lequel les entrepreneurs sont des êtres humains unidimensionnels qui ne sont voués qu'à une seule et unique mission dans leur vie d'homme d'affaires, maximiser leurs profits. Dès lors, l'interprétation actuelle du capitalisme coupe les entrepreneurs de toutes les dimensions politiques, sociales, spirituelles, environnementales de leur vie. C'est peut-être une simplification utile, mais cela a dépouillé la vie de l'homme de ses éléments vraiment essentiels. Le monde n'a pas résolu le problème de cette pauvreté écrasante qui frappe la moitié de sa population. Le pays qui connaît le marché le plus riche n'est pas parvenu à fournir un système de soins efficace à 1/5 de sa population. Nous sommes restés si marqués par le succès du marché que nous n'avons jamais osé exprimer le moindre doute sur ces postulats de base. Bien pire, nous avons travaillé dur pour nous transformer et ressembler autant que possible à ces êtres unidimensionnels définis par la théorie afin que les mécanismes de marché fonctionnent de la façon la plus policée. Mais en redéfinissant l'entrepreneur dans un sens plus large, nous pouvons changer radicalement l'esprit du capitalisme et résoudre nombre des problèmes économiques et sociaux auxquels nous nous heurtons dans le cadre du marché. Supposons qu'un entrepreneur, au lieu d'avoir une seule motivation, maximiser son profit, ait dorénavant 2 raisons d'agir qui s'excluent l'une l'autre, mais soient toutes deux également attirantes. D'une part, maximiser son profit, et d'autre part, agir pour le bien des autres et du monde. Chaque motivation conduira à un type de business différent. Appelons le premier un business classique, de maximisation du profit, et le second un social business. Le social business sera un nouveau genre de business introduit sur le marché, avec un objectif de transformation du monde. Les investisseurs d'une entreprise de social business pourront récupérer leurs investissements, mais ne toucheront aucun dividende de la compagnie. Les profits seront réinvestis dans l'entreprise afin d'étendre ses activités et d'améliorer la qualité de ses produits ou services. Un social business sera une entreprise sans perte ni dividende. Une fois que le social business sera reconnu par la loi, beaucoup de sociétés classiques créeront des social business en parallèle des fondations qu'elles ont déjà créées. De nombreux militants travaillant dans le secteur à but non lucratif seront également attirés par le social business. À la différence du secteur à but non lucratif, où il faut recueillir des dons et des subventions pour maintenir l'activité, les entreprises de social business seront autosuffisantes et dégageront un excédent leur permettant de se développer, puisque ce seront des entreprises qui devront être rentables. Le social business s'adressera à un nouveau système de financement qui lui sera propre pour lever des fonds. Les jeunes, partout dans le monde, et notamment dans les pays riches, trouveront ce concept de social business extrêmement séduisant, dès lors qu'il leur offrira la possibilité de démontrer leur talent créatif face à un défi totalement différent. De nombreux jeunes gens et jeunes filles se sentent aujourd'hui frustrés et ne voient aucun défi valable, aucun défi qui les excite dans le capitalisme. Le socialisme leur avait donné un rêve pour lequel se battre. Les jeunes rêvent toujours de créer un monde parfait qui soit le leur. Presque tous les problèmes sociaux et économiques de ce monde peuvent faire l'objet d'un social business. Le défi est d'inventer de nouveaux business models et de les mettre au service d'une volonté sociale avec des coûts réduits et de manière efficace. Un système de santé pour les pauvres, des services financiers pour les pauvres, des technologies d'information pour les pauvres, de la scolarisation et de la formation pour les pauvres, un marketing pour les pauvres, des énergies renouvelables, tout cela constitue des domaines passionnants dont peut s'emparer le social business. Le social business est crucial car il touche les préoccupations les plus vitales de l'humanité. Il peut changer la vie de 60% de toute la population mondiale et l'aider à sortir de la pauvreté. Même les entreprises supposées maximiser leurs profits peuvent être reconfigurées en social business, en distribuant la totalité ou la majeure partie du capital aux pauvres. Ceci constitue un deuxième type de social business, dans lequel se classe la Grameen Bank. Les pauvres pourraient recevoir des actions de ces sociétés comme cadeaux, venant de différents donateurs,
ou les acheter directement avec leur propre argent. Les donateurs bilatéraux ou multilatéraux pourraient aisément créer ce genre de social business. Quand un donateur concédera un prêt ou un don pour construire un pont dans un pays, il créera une société du pont détenue par les pauvres. Une entreprise serait alors mandatée pour gérer cette société. Une partie des profits reviendront aux pauvres, au titre de dividendes. Une autre à la construction d'autres ponts. De nombreux projets d'infrastructures, routes, autoroutes, aéroports, ports, compagnies de services publics, pourraient ainsi être réalisés. La Grameen Bank a déjà créé 2 social business de ce type. L'un est une société laitière chargée de produire des yaourts enrichis afin de pallier les déficiences des enfants mal nourris. C'est un partenariat avec Danone qui devra s'étendre jusqu'à ce que tous les enfants mal nourris du Bangladesh mangent de ce yaourt. L'autre est une chaîne d'hôpitaux pratiquant la chirurgie des yeux. Chaque hôpital pratiquera 10 000 opérations de la cataracte par an à des prix totalement variables selon les moyens des patients. Je soutiens la mondialisation et je crois qu'elle peut apporter plus de bien aux pauvres que son alternative. Mais il faut que ce soit une mondialisation adaptée. Pour moi, la mondialisation est semblable à une autoroute à plusieurs centaines de voies sillonnant la planète. Si c'est une autoroute libre et gratuite, ces voies seront accaparées par des poids lourds mis au service des économies les plus puissantes. Les pousse-pousse du Bangladesh seront alors éjectés de l'autoroute. Si en revanche, nous voulons une mondialisation win-win et bénéfique pour tous, nous devrons définir un code de la route, une police de la circulation, une autorité régulant le trafic sur cette autoroute. La règle « le plus fort prend tout » doit être remplacée par des règles qui assurent que les pauvres ont bien une place et un rôle dans ce monde, sans être éliminés par les riches. La mondialisation ne doit pas devenir un impérialisme financier. Des multinationales puissantes travaillant sur le mode du social business peuvent être créées pour assurer aux pauvres gens et aux pays pauvres une part du profit. Les entreprises de social business pourront apporter la propriété aux pauvres ou conserver les profits au sein des pays pauvres, puisque la distribution des dividendes ne sera pas leur but. Je vous remercie.